Et donc maintenant, je vais remercier Daniel et je vais demander à Dominique, voilà, de se rendre vers la tribune. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je rappelle que notre première intervenante prévue, Christina Reisner, est hélas souffrante, comme c'est assez ordinaire cette année, dans cette période de l'année. Et hélas, donc, la maladie nous prive de sa présence, mais Dominique Macaire a gentiment accepté de reprendre les éléments qu'elle nous avait fournis pour essayer d'en restituer l'esprit général. Alors évidemment, on ne soumettra pas Dominique en revanche à des questions pointues à la fin sur des éléments dont qu'elle ne peut pas développer forcément puisqu'ils ne proviennent pas en première main de son propre travail. Merci encore Dominique de remplacer notre collègue au pied levé. Merci. Merci, ça va être nécessaire. Donc lundi soir, effectivement, Christina Reisner nous annonçait qu'elle ne venait pas, avant-hier, quoi, quasiment. Hein. Donc j'ai pris la peine de regarder son texte, puisque nous avons, et le jury a reçu un texte tout de même. J'ai pondu, si j'ose dire, ce PowerPoint, et ensuite j'ai reçu le sien. Donc je le dis pour le jury, je vous mettrai à disposition les outils reçus. Et vous pourrez bien évidemment la questionner. Pour l'instant, elle parle à peine, on ne comprend pas ce qu'elle dit, elle est vraiment malade, mais elle est d'accord pour vous répondre et participer. Alors, moi, je vais faire ce que je peux avec le sujet. Cette conférence-là, cette partie-là, cette contribution-là, elle porte sur la question des langues maternelles, de scolarité vivante, etc., et sur leur articulation. Donc, elle est à cheval entre hier et aujourd'hui, avec des questions qui touchent davantage le plurilinguisme. On y a réfléchi avec Daniel, qui a disparu à nouveau. Oui, ça y est, il est au chaud. Avec Daniel, et donc, je vous dis, avec la contribution de Christina Reisner, qui est tout de même dans le domaine, quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Alors, je vais commencer par quelque chose qui m'a manqué un petit peu hier, dans le discours du début, en tout cas, c'est des questions sur société et école. On a dit hier soir aussi que la société est de plus en plus multilingue. L'école, c'est un bout de la société, c'est même un grand pan de la société. Les élèves y passent le plus clair de leur temps quand même. Donc, dans une journée de classe, on est plus à l'école qu'à la maison. Donc moi je dis qu'il faut qu'on regarde la société non pas comme quelque chose en dehors de l'école ou l'école en dehors de la société. Il n'y a pas des murs fermés entre les deux, il y a bien un continuum et la société est multilingue. On a des travaux scientifiques mais je ne vais pas y revenir sur ces questions qui sont de l'ordre de la sociologie ou de la sociolinguistique. Quant à l'élève en tant que personne, individu ancré dans sa classe, dans son groupe de copains et bien évidemment en tant que personne en dehors de la classe, donc socialement situé comme acteur, on dit, eh bien chaque élève porte en lui une situation langagière qui est tout à fait personnelle, individuelle et qui ne correspond pas juste à un état des lieux, c'est pas juste une liste de langues qu'il connaît, qu'il pratique, qu'il a rencontrées ou qui l'intéresse, c'est bien un parcours, c'est-à-dire qu'on grandit avec des langues, on évolue avec des langues, on se nourrit des langues ou on perd des choses avec les langues et donc il s'agit bien d'une notion de parcours. Voilà, donc on a des travaux tout à fait intéressants. Alors j'ai pris celui de Castellotti et Moore en 2007 parce qu'il me semblait faire bien la synthèse d'un certain nombre de travaux qui sont donc issus des années, vous voyez, on est dans les années 2000 et un petit peu avant, sur la réflexion sur recentrage sur l'élève. Le troisième élément que je voudrais souligner sur l'école et la société, c'est celui des modes d'accès au savoir, qui sont les modes d'accès utiles pour apprendre. Apprendre les langues, c'est pas simplement apprendre un objet externe à soi-même, comme apprendre des mathématiques, par exemple, ou autre chose. C'est aussi se servir de ce qu'on apprend pour apprendre, pour devenir élève, pour faire un métier d'élève. Et ces modes d'accès au savoir sont très différents selon les cultures familiales. Selon les cultures familiales, ça veut dire selon les niveaux socioculturels, mais aussi selon les cultures dont on vient. On peut venir de cultures qui favorisent l'école ou qui encouragent certains modes d'accès au savoir ou pas.
Donc on avait des travaux, alors là on est en sociologie dure, de Bourdieu et Passeron sur les héritiers. Les gens les plus favorisés dans l'école sont ceux qui se reproduisent comme étant au courant, étant initiés, étant au courant de ce que veut et fait l'école, et ils ont les codes. Ils connaissent les bonnes filières, ils savent quelle langue il faut étudier, quelles sont les grandes langues, les petites langues, donc ce qui va servir pour rentrer dans telle ou telle école. On le voit bien avec le rôle du chinois aujourd'hui, par exemple, ou du coréen, par exemple. Donc on a des modes de savoir qui sont différents et certains sont utiles pour apprendre à l'école. C'est-à-dire que si on regarde cet ensemble-là, il y a des capacités qui sont utiles pour réussir son parcours d'élève et les différences entre les élèves restent fortes, voire se renforcent. Les travaux scientifiques le montrent, si on possède ou non ce savoir. S'il y a des familles de sachants qui ont un capital informationnel, donc la première chose dans ces capacités, c'est le capital informationnel, et les élèves s'en emparent de plus en plus, mais pas seulement. Il y a trois capacités utiles pour réussir son parcours professionnel, il me semble. Le premier, c'est d'être un sachant, de savoir comment fonctionne l'école et par où il faut passer pour être un bon élève, enfin du moins un élève en réussite. La deuxième capacité sera la capacité à choisir et à construire son parcours, faire des choix et construire. Ce sont des capacités transversales du métier d'élève. Et ces capacités-là, selon la culture que l'on a au départ, elles sont plus ou moins valorisées, plus ou moins favorables, selon l'accès qu'on a à la langue, selon le rapport familial que l'on a à la diversité, etc. Donc le parcours de réussite va beaucoup en dépendre. Et le troisième élément qui me semble important dans ces capacités utiles pour réussir son métier d'élève, si j'ose dire, parce que c'est quand même un métier à plein temps, ils y passent 8 heures par jour, ce dernier élément sera vraisemblablement la capacité anticipatrice. Quand je rencontre quelque chose de nouveau, quand je rencontre quelque chose auquel je ne suis pas habituée, quand j'ai peur, quand je suis déstabilisée, quand je subis des émotions dans la classe, et notamment avec des langues nouvelles, comment je me comporte? Est-ce que j'ai la capacité à anticiper ou pas? Et donc, à ce titre-là, il y a des gagnants et des perdants dans le système scolaire, et la France a malencontreusement pas choisi le bon camp de ce côté-là. Donc je pense que les langues ont un pouvoir, ou en tout cas un rôle particulier à jouer pour aider à gagner ces capacités utiles pour réussir son parcours d'élève. Je veux dire, si l'école ne s'intéresse pas aux élèves pour qu'ils réussissent, l'école ne les accrochera pas. Alors maintenant, par rapport aux langues, je voudrais insister sur 3 niveaux, cette fois-ci, d'impact, si on peut dire, des langues à l'école. 3 niveaux d'impact. Il y a un niveau que j'appelle macro, supra, national si on veut, un niveau qu'on appellera méso, qui touche plutôt l'établissement, et un niveau qui est plutôt micro, qui touche les apprenants, les individus, les enseignants également. Au niveau macro, on a, par rapport à cette question des langues et du plurilinguisme qu'on évoque depuis hier, on a un discours officiel qui utilise le terme plurilingue de plus en plus. On a eu l'impulsion du Conseil de l'Europe, effectivement, des travaux de Graz. On a des chercheurs qui ont apporté et alimenté cette question du plurilinguisme. On a une société qui a évolué, mais on a un terme avec un discours officiel. Mais le terme de plurilinguisme est un peu confus et n'est pas toujours partagé de la même manière. On ne met pas derrière tous la même chose. Donc il y a une ambiguïté au niveau macro sur ce mot-là. Et il me semble qu'il est important d'arriver à le définir. Vous trouverez dans les notes et les rapports un certain nombre d'éléments, bien évidemment, pour le définir. Je n'ai pas le temps de le faire là, et je vous avouerai que, honnêtement, en 1h30 de préparation de ce PowerPoint, c'était un petit peu difficile pour clarifier tout ça. Donc je vous renvoie simplement à l'écart entre un discours sur le plurilinguisme et des réalités de terrain. Quant aux réalités scolaires, toujours au niveau macro, c'est-à-dire ce qu'on gère quand on fait une politique linguistique ou quand on décide de la politique des langues pour un pays comme le nôtre, sur les réalités scolaires, on voit une très grande hétérogénéité. On ne fait pas tous pareil, même s'il y a un discours descendant qui peut être, avec les programmes, qui peut être unifié, les pratiques du terrain, c'est-à-dire ce que font les enseignants, les acteurs, les élèves, les parents, les partenaires, les conseillers pédagogiques, etc. Ces pratiques sont extrêmement diverses,
Parce que déjà au départ, les langues n'ont pas toutes la même valeur, c'est-à-dire le même statut. Il y a des langues oubliées, par exemple les langues régionales par moment, ou survalorisées à d'autres moments dans certains contextes. Il y a des langues oubliées, les langues des enfants. Il y a des langues qui ont des valeurs diverses, les grandes langues, les petites langues. Non, voilà, il y a des gens qui considèrent que certaines langues ont plus de place que d'autres. Il y a des langues qui donnent lieu à des pratiques. Entre ce que l'on propose et ce que l'on fait, il y a parfois du décalage. Donc il y a des espaces qui se tissent et qui font qu'il y a une certaine diversité. Et puis, il y a un gros souci de formation. On y reviendra à plusieurs reprises. On continue à mettre la pression sur nos deux collègues. Il y a assez peu de formation ou peu de réflexion sur la formation en relation avec, d'une part, des outils théoriques pour traiter les langues, ceux dont je viens de parler par exemple, ou des outils pratiques, c'est-à-dire que les langues sont aussi des outils, ce ne sont pas que des champs théoriques, et l'élève n'est pas qu'une tête. Non, ce sont aussi des outils d'action, des outils de situation, des outils de corporéité, des outils où il faut que l'élève ne soit pas juste assis derrière une chaise. Alors ça, c'était pour un niveau macro. Si on réfléchit à tout ça, on a peut-être une possibilité d'intégrer les langues autrement à l'école que comme une seule discipline scolaire. Au niveau méso, c'est-à-dire la classe, l'école, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Disons, là, c'est l'action des professionnels. Eh bien, on peut dire que le capital linguistique, et là je parle de capital, c'est-à-dire la quantité et la collection des langues d'une institution. Une institution, c'est la classe, ou ça peut être l'école. Ces capacités-là sont assez peu sollicitées. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de toutes les langues qu'il y a dans un établissement scolaire? On les voit très peu. On les voit par moments, alors on pointe le bout du nez d'une langue et puis on la fait replonger. On va faire la pizza en italien, on va faire descendre la pizza, on va faire sortir des gâteaux arabes et puis on va les faire redescendre. Et donc on va avoir des espèces de jeux comme ça, de yo-yo sur les langues. Mais cette question de la richesse ou du capital et de la diversité apparaît relativement peu et surtout peu sollicitée en lien avec la langue de l'école. Voilà. Donc ça, c'est le niveau méso. Là, il y a du travail aussi de formation pour équiper les enseignants. Le dernier élément, c'est le niveau micro. On a une forte individualisation des apprentissages qui pointe le bout de son nez. On voit bien arriver tout de même une tendance très nette, puisqu'on connaît mieux l'élève, même nous, au niveau de la recherche. Donc, on va travailler davantage sur des éléments pointus de l'apprentissage. Cette individualisation a un effet extrêmement positif, évidemment, mais avec un risque, si on individualise, c'est d'en laisser en route. Est-ce qu'on a bien pris en compte tous les élèves? Est-ce qu'on a bien pensé que certains élèves n'ont pas accès à la langue comme les autres, la langue de scolarité, s'entend? Est-ce qu'on a bien pensé que, alors je ne parle pas seulement des enfants migrants, mais de ceux qui sont culturellement d'autres langues au départ que celles qui sont vécues à l'école, comment ils font pour passer par le français? Comment ils font pour apprendre leur langue? Donc là, il y a des réflexions complémentaires à mener pour que cette individualisation qui sert à chaque élève serve à tous les élèves. Ensuite, juste une petite slide rapide sur la terminologie. Je vous disais qu'on a le mot plurilingue ou plurilinguisme aujourd'hui, diversité des langues, hétérogénéité. Ces termes-là sont assez peu maîtrisés et on voit, nous, dans la recherche, depuis une vingtaine d'années, pléthore de termes pour parler des langues. Alors, on voit L1, L2, L3. C'est la solution la plus neutre que l'on peut prendre, la plus pratique, L1, L2, L3. C'est le plus pratique parce que ce n'est pas connoté émotionnellement ou avec un statut particulier, mais ça pose quand même l'idée qu'il y a une succession de ces langues, comme si successivement on les apprenait. Et donc forcément, vous l'avez tous vécu en collège ou lycée, forcément la langue vivante 1, par exemple, par rapport à la langue vivante 2, ou ceux parmi vous qui ont eu une langue vivante 3 également, vous voyez bien que les coefficients ne sont pas les mêmes, que ça a plus ou moins d'heures de cours, que c'est plus ou moins important, etc. Donc il y a comme une sorte de hiérarchie, même dans la notion de succession. Et cette notion de succession, elle est en fait également erronée. Dans la réalité, on n'apprend pas les langues une, puis une, puis une, puis une. Les langues dans notre environnement, elles se mélangent. Donc cette succession, elle est pratique pour la recherche parce qu'elle ne prend pas en compte certains éléments de choix qu'on pourrait faire, mais elle est un peu perverse aussi.
Ensuite, il y a le terme de langue maternelle. Alors là, il y a des travaux assez nombreux sur cette question-là. Dire langue maternelle, ça renvoie à la maman. Non, bon, bien sûr, au départ, l'enfant est dans le ventre de la maman. Donc il y a bien une langue maternelle. Mais ça n'est pas nécessairement la langue la plus usitée par un enfant. Parfois, c'est la langue de son père. Moi, je me souviens d'une petite école maternelle dans Place Voltaire où les enfants vivaient, enfin un enfant vivait avec son oncle dans un hôtel. Voilà. Eh bien, la langue maternelle, c'était la langue du tonton qui avait 22 ans, quoi, pour le petit. Donc la langue dite maternelle, c'est encore une vision de la société qui est particulièrement architecturée sur une espèce de transmission des langues qui serait uniquement familiale, alors que la transmission des langues aujourd'hui, elle se fait beaucoup plus de manière ouverte sur le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas la langue maternelle qui joue, ça va être les langues des gens que l'on rencontre au quotidien. L'opposition aussi avec la langue de la maison, c'est une solution pour s'en sortir un peu mieux que langue maternelle. J'aurais pu le mettre en versus, mais ce n'est pas encore suffisant non plus, parce que la maison, ça renvoie à l'idée que tout le monde a une maison, mais tout le monde n'a pas une maison. Le petit enfant dont je vous parlais tout à l'heure, il a un hôtel, lui, il a une chambre, il n'a pas une maison. Donc les représentations qu'on véhicule sur les langues de chez soi, les langues de la maison, d'où on est issu, sont aussi des façons de filtrer le monde et de se représenter les langues et une fois de plus de les hiérarchiser. Il y a un autre point sur lequel on est en difficulté quand on parle des langues et qui complexifie le truc, c'est les langues dites de scolarité. En France, on a un pays essentiellement monolingue, donc c'est le français. La langue de scolarité, c'est le français. Versus, VS, ça veut dire versus. De l'autre côté, quand on compare terme à terme, de manière un peu binaire, ce qui n'est pas nécessairement le mieux à faire, mais là, d'un côté, on apprend le français comme une langue, et de l'autre côté, on apprend des langues vivantes étrangères, qu'on appellera LVE dans les rapports que vous allez lire par la suite. On a essayé de faire attention à une harmonisation tout de même de cette différence. Quand j'apprends une langue comme le français à l'école, si ma langue de la maison n'est pas le français, je renvoie aux travaux d'Agnès Florin, bien évidemment, sur la langue de scolarité. Tous les enfants sont égaux, ils sont tous en train d'apprendre une langue en maternelle, quelle que soit la langue qu'ils apportent de chez eux. Mais il se trouve quand même que comme la langue de scolarité véhicule aussi une certaine idée de la famille, de l'école, de l'apprentissage, ils sont plus ou moins avantagés. Et la langue étrangère, c'est un objet, c'est un truc qu'on rajoute dans la classe. Ce n'est pas quelque chose qu'ils apportent à l'école, c'est quelque chose qui se rajoute sur le capital scolaire et qui peut être aussi cognitivement pour eux un plus, parce qu'ils peuvent échapper à leur langue de scolarité et aux enjeux de l'école habituelle. Donc ça peut être extrêmement stimulant, comme ça peut être aussi très handicapant. Donc il faut être vigilant sur cette opposition et sur le rôle de la langue de scolarité par rapport aux langues vivantes étrangères. On a abordé hier le terme de lingua franca. Vous voyez que tous ces termes sont compliqués, en fait, ne facilitent pas l'analyse. Alors, le terme de lingua franca, ça veut dire une langue franche, non, ça veut dire une langue qui servirait à tout le monde. Donc là, il y a une grosse réflexion là-dessus. Est-ce qu'on a ou non besoin d'une langue pour tout le monde, d'une langue franche pour circuler, échanger, s'entendre avec les uns et les autres? Il n'y a évidemment pas du oui ou du non. Une langue franche, une lingua franca est utile pour traverser le monde, se débrouiller avec d'autres gens, mais ça n'est pas toujours l'anglais qui sera la langue franche, d'ailleurs, selon les pays ou les aires géographiques que l'on va traverser. Mais en revanche, on en a bien besoin de langues franches, à condition qu'elles soient franches. Mais des langues portent aussi des cultures, portent aussi des modes de vie, des comportements, des relations entre des personnes. Voilà. Donc derrière la lingua franca, il y a un objectif d'une sorte de maîtrise d'un code minimaliste que serait une langue de communication de bas niveau, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie de ce qu'on peut apprendre. En revanche, il n'est pas nécessairement évident que l'école ait pour mission d'enseigner une langue franche. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire que la langue franche. Déjà le lien langue-culture, par exemple, qui sort de l'idée d'une langue franche. Le dernier point, c'est que finalement, ces langues, elles sont forcément aussi en relation entre elles. C'est-à-dire que ce qu'on voit là de manière successive ou contrastée nécessite aussi une vision beaucoup plus articulée des langues entre elles. L'enjeu est-il donc de devenir un polyglotte, quelqu'un qui accumule des langues? J'en parle 2, j'en parle 3, j'en parle 7 ou j'en parle je ne sais combien. Est-ce que j'ai un capital linguistique de ce type, cumulatif, additionnel? Est-ce que je suis polyglotte?
hein, et que pense le français de ce qu'il est, voilà. Ou bien est-ce que l'enjeu n'est pas de se dire il y a beaucoup de langues dans mon environnement et en moi-même en tant qu'individu, et qu'à ce moment-là, il y aurait aussi, je ne les mets pas en opposition, hein, et être un plurilingue, c'est-à-dire quelqu'un qui a une compétence à vivre toutes ces langues en même temps, à des degrés divers. Je vais vous le montrer par la slide suivante. D'accord ? Donc l'enjeu, il est là. Est-ce qu'on vise quelque chose d'utilitariste et de pragmatique qui serait finalement être polyglotte ? Est-ce que l'école peut faire ça dans le temps dont elle dispose, avec les élèves qu'elle a, les pauvres ? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu autre qui serait celui du plurilinguisme, tel qu'on va le voir ? Alors, c'est quoi un répertoire ? Donc, c'est quoi ? Alors cette fois-ci, c'est plus un capital, c'est un répertoire et qui est associé à des parcours. Alors, avoir un répertoire, c'est pas seulement plurilingue, c'est aussi pluriculturel, bien évidemment. Ça veut dire que c'est un élément qui est constitutif de ce qu'on est tous. On a tous un capital plurilingue. On a tous rencontré plein de langues dans notre existence. Du kebab, où on voit comment on coupe la viande, à la brique de lait sur lequel est écrit lait, milk, etc., dans plusieurs langues. On a tous un capital plurilingue, qui soit linguistique de type lexical, comme je viens de le présenter, mais culturel également. On a tous ce capital, mais qu'en fait l'école ? Donc c'est déjà un élément essentiel, et surtout il est transversal, puisqu'il constitue l'individu. Et il traverse non seulement l'individu, mais il traverse tout le parcours éducatif. On pourrait travailler sur ce plurilinguisme que nous portons tous avec les tout petits enfants, non, de manière quasi propédeutique, avant d'apprendre une langue, par exemple. Mais il faut aussi se dire que toute sa vie d'apprenant de langue, si je reviens à l'école, on peut avoir intérêt à être dans le travail sur les autres langues qui interagissent avec l'une de celles qu'on va apprendre. Et il y a donc bien des moments de l'apprentissage et certainement des moments du développement du jeune, de l'élève, en fait, de l'ado en particulier, où là je pense que c'est très fort. On n'apprend plus les langues de la même manière quand on a 15-16 ans, quand on est tout petit, bien évidemment. À certains moments, il y a des zones, des espaces privilégiés pour que ce capital de diversité et cette richesse des langues soit interpellé, pas seulement au début de l'apprentissage. Donc c'est un répertoire qui s'enrichit, qui évolue, qui bouge tout au long de la vie, qui est individuel, donc singulier, chacun là, et ça rend les profs très mal à l'aise parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ce capital. Ils sont tous différents déjà au départ, et en plus avec les langues, ils n'ont pas le même répertoire. Et puis c'est un répertoire qu'on considère comme dynamique, ça veut dire qu'il est évolutif, et puis qu'il est déséquilibré, et je termine là-dessus. On a, dans la notion de déséquilibre du répertoire, il y a le fait que certaines langues, on les comprend, d'autres langues, on les parle, certaines, on les comprend à l'écrit, le langage des SMS ou d'Internet pour certains, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on les parle. Donc on a des compétences qu'on appelle partielles, c'est-à-dire que la vision précédente, historique, qui est encore largement dominante, de la maîtrise des langues, c'est d'avoir toutes les compétences à son actif. Cette vision-là, elle est dans la réalité du terrain, pour chacun d'entre nous, totalement out. Elle n'est plus up-to-date, comme on dit en français. Elle est dépassée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des compétences dans certaines langues qu'on n'a pas dans d'autres. Vous avez fait un voyage en Turquie, vous savez dire plein de choses en turc. Mais vous ne le saurez pas le dire nécessairement en tamoul, parce que vous ne serez pas allé dans un pays où on parle tamoul. Voilà. Donc vos compétences sont déséquilibrées et relèvent de l'expérientiel, de ce que vous êtes en tant qu'individu, c'est-à-dire ce que Véronique Castellotti appelait les contacts de langue. Avec quoi je suis confrontée en contact, en termes positifs, le contact. Donc voilà, donc il y a ici deux niveaux d'action possibles, sans que je ne recommande quoi que ce soit, mais de ce répertoire, on voit deux niveaux d'action possibles pour l'école. La sensibilisation de tous les acteurs, ce n'est pas juste l'affaire des élèves ou l'affaire des profs, c'est l'affaire de la dame de service qui est là et qui maîtrise d'autres langues, c'est l'affaire des parents d'élèves qui ont aussi peut-être certains des choses à apporter, des expériences, des métiers dont ils veulent parler, etc. C'est l'affaire
l'affaire des décideurs, c'est l'affaire des conseillers pédagogiques, sans que l'on soit tous dans la maîtrise de l'une ou l'autre de ces langues. Donc c'est bien, je parle des langues, je m'intéresse aux langues, que je les maîtrise ou pas, c'est-à-dire que mon capital soit cumulatif en tant que polyglotte ou qu'il soit compréhensif, que j'ouvre le parapluie avec mes langues en tant qu'acteur des langues à l'école. Et puis bien évidemment, le levier pour que ça change, c'est la cheville ouvrière, ce sera les enseignants. Et là, leur professionnalisation, je parle vraiment de professionnalisation, nécessite que dans la formation enseignante, il y ait bien un pôle de professionnalisation et pas de développement linguistique qui leur permettent d'agir avec les langues dont ils n'ont pas toujours le contact. Parce que l'école, elle est là, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, vous tenez encore le coup, j'avance encore un petit peu, j'en profite. Je me suis offert le luxe d'avoir pas de questions, donc un peu plus de temps. Comment s'organisent les langues, en fait? Alors là, on revient plutôt du côté, disons, cognitif. Si on regarde les études et la recherche aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui voient les langues sur une langue puis une autre langue, et donc des travaux sur le bilinguisme, qui semblent montrer qu'il y aurait plutôt quelque chose de composé, d'architecturé dans le cumulatif des langues. Une langue 1, langue 2, quoi. Quand on regarde les langues en termes de plurilinguisme, c'est-à-dire plein de langues à notre actif dont certaines sont maîtrisées plus ou moins d'ailleurs, ou simplement avec lesquels on est en contact, on n'est plus du tout sur une architecture binaire, on est sur une architecture de systèmes, et de systèmes qui sont hybrides. C'est jamais gagné d'avance, quoi, ça bouge ces trucs-là. C'est dynamique, hein, c'est un système d'organisation particulier qui fait que les langues vont se répondre en fonction d'un certain nombre de choses qui seront de type cognitif, qui seront de type émotionnel, par exemple, enfin affectif, ou qui seront simplement liés au corps lui-même, à la biologie de ce que ça fait bouger. Donc vous avez quelques éléments scientifiques pour le regarder. Donc on ne regarde plus du tout en recherche les langues d'un point de vue cumulatif, mais d'un point de vue dynamique. Alors, ce qu'on en sait, je vais aller vite parce que c'est un petit peu théorique et puis vous aurez les éléments sur papier, sont les modalités de connexion entre les langues, c'est-à-dire comment elles se relient entre elles. Donc les facteurs qui vont jouer, et c'est important de les prendre en compte. L'âge. Les langues ne se relient pas de la même manière quand on ouvre les tiroirs dans la tête, là, si on est tout petit ou si on a déjà appris d'autres langues. Donc l'âge. Le contexte d'acquisition. Est-ce que je suis à l'école? Est-ce que je suis à la maison? Est-ce que je suis avec des copains dans une mini-school? C'est pas pareil. L'école, elle doit regarder son contexte. Qu'est-ce qu'elle offre comme contexte à ses élèves pour qu'ils puissent apprendre les langues à tel âge? Vous voyez qu'à chaque fois, ça va se rajouter en liste. La compétence langagière, quelle langue ils ont déjà au départ, les petits? Est-ce qu'ils en sont petits? Enfin, ceux qu'on prend en premier. Est-ce qu'ils ont une forme de conscience de leurs compétences langagières? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils aiment parler, chanter, entendre des langues ou pas? Et qu'est-ce qu'ils maîtrisent? Et comment ils se sentent bien dans les langues? L'objectif étant le bien-être quand même de l'élève. Ensuite, est-ce que ces langues qu'on va entendre, écouter surtout, parce que la compréhension est prioritaire dans tout ce que je dis là, est-ce qu'on les entend et on les utilise, dans le sens de s'en servir pour faire vivre la classe, de manière fréquente? Fréquence, durée, régularité. Ce n'est pas juste on en met 3 heures, c'est à quelle fréquence, à quelle régularité. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est plus souvent? Comment ça va se faire pour qu'il y ait après un ancrage et une mémorisation, une envie de recommencer et de poursuivre? Donc la fréquence d'utilisation des langues, y compris à la maison. Et puis, l'aspect linguistique lui-même des langues, comment elles sont fabriquées, ces langues. C'est des objets, c'est des codes, les langues, il n'y a pas de raison de le nier, donc ça existe là, évidemment, comme une connexion potentielle entre les langues. Et tout ça, ça diffère, après, d'un sujet à l'autre, avec des facteurs plus favorables que d'autres, selon la distance. Une langue qui est loin de la vôtre sera plus difficile a priori à apprendre qu'une langue proche. Mais si vous avez une compétence langagière dans d'autres langues, ça va redevenir plus proche. Ou si vous avez une émotion plus forte, ça va être plus facile. Donc vous voyez qu'il y a des facteurs et ça va bouger un peu comme ça. Voilà. Et puis quelle est la langue de la classe? Quelles sont ou les langues autorisées dans la classe? Donc les travaux de Sonia Eloy, par exemple, depuis les années 2008, mais plus régulièrement depuis quelque temps, nous montrent ce qu'est cette complexité et à quoi elle est due.
Je termine sur deux pistes qui sont issues de la recherche, puisque c'était la commande du CNESCO. Qu'est-ce qu'on sait des possibles dans la classe au travers de ce que je vous ai dit, des répertoires individuels dans des parcours d'élèves et avec toute la trouille des enseignants qui ne savent pas faire? Eh bien, il y a quelques expérimentations ou recherches qui ont déjà été menées, surtout des recherches de type pratique, recherche-action ou recherche-intervention dans les classes. Là, on est sur un type de recherche et des méthodes particulières. Donc, on a beaucoup de choses qui se font autour de ce qu'on appelle l'intégration, les curricula intégrés, ou on appelle ça aussi Gesamtsprachencurricula, parce que les Allemands ont beaucoup développé de travaux dans ce domaine-là, ou les disciplines non linguistiques, dont les effets observés sur la classe. J'ai pris trois, enfin il y en a 2 ici, puis il y en a d'autres après, il y a une double slide. Et qu'est-ce que ça donne quand on intègre les langues dans les cursus, dans les disciplines par exemple, ou dans des curricula complets, donc de manière plus transversale? Ça a comme effet observé que, les langues ont la même valeur, puisqu'elles ont une place, elles ont tout un statut. Quand je dis langue, je dis que les langues et les cultures ont de la place et pas juste l'objet. Ça veut dire que les disciplines sont davantage interreliées. On va l'entendre tout à l'heure avec Rita Carole, donc sur la question de l'intégration. Ensuite, il y a une autre piste qui a été soulevée par les travaux de Eric Hawkins et ses petits camarades en Grande-Bretagne, qui était le language awareness, qu'on a appelé ensuite éveil aux langues. Vous en avez entendu beaucoup parler déjà depuis hier matin, qui ont même abouti à une sorte de grille de compétences qui s'appelle le CARAP, qui s'accroche beaucoup au cadre européen. L'idée était de se recentrer sur la conscience linguistique des langues, le fait que l'élève se rendait compte qu'il avait un potentiel, un tas de choses à faire avec les langues, et donc recentrage sur l'élève. C'est l'élève qui compte. Et l'élève, c'est un répertoire, c'est une collection de langues, c'est aussi des relations entre les langues, c'est-à-dire de l'incarnation des langues. C'est plus un objet sur lequel on travaille, c'est une personne. Et là, c'est de l'individualisation positive. Donc ça a entraîné des réflexions et des typologies d'activités sur langues et cultures, bien évidemment. 3 autres présentations de possibles. Il y a ce qu'on appelle l'intercompréhension linguistique, qui consiste à se dire que dans des familles de langues, il y a des choses qui se rejoignent, par exemple les langues romanes ou les langues germaniques ou les langues slaves, qui ont été particulièrement étudiées en intercompréhension linguistique. On regarde comment ça se passe dans la classe quand on met en place des activités qui permettent de faire de la comparaison et du passage, tri, classement, etc. Donc avec des bases de transfert et des outils d'évaluation comme des portfolios ou le gros projet Evalic pour le primaire, qui est superbe sur ce qu'est l'intercompréhension. Les langues de la maison et l'accrochage scolaire, c'est comment je fais rentrer les langues à l'école, comment je le joue par rapport à la langue dominante de l'école, qui est une assurance de réussite scolaire. C'est les travaux qu'avait fait Agnès Florent et qui continuent aujourd'hui, y compris en Allemagne. Donc ce lien et ces interactions avec ce que moi j'appelle du plurilinguisme en herbe, c'est-à-dire il est bien déjà là, il n'est jamais en train de devenir, il est déjà là, on est tous plurilingues. Et puis surtout le travail que je renverrai à Cédric Sarré et Séverine Béra sur les représentations des acteurs en formation issus des travaux qui portent sur la question. En conclusion, et c'est fini. Les langues sont un système cognitif interne, individuel, hybride et fluctuant. C'est jamais stable, pas fastoche pour les enseignants. Il faut, ce qu'on a dit en ouverture, multiplier les occasions de rencontrer des langues et des cultures diverses. Sans ça, ça ne marchera pas. Si on caractérise par une langue et une seule, on ne s'en sortira pas. Il faut se méfier du miroir aux alouettes que représentent des situations qui sont proches de l'école en France ou qu'on croit proches de l'école en France. Je pense à l'immersion canadienne, par exemple, ce n'est pas du tout la même situation sociale. Quand il y a 2 langues et qu'elles existent, on ne fabrique pas de l'immersion en France comme ça. Donc ça suppose d'y réfléchir autrement. Le mot ne permet pas de faire du passage d'un pays à l'autre comme ça. Ou l'image idyllique de la Finlande dans Pisa. Non, ça ne marche pas comme ça. Et se doter de partenariats. L'école, elle ne va pas fonctionner en autarcie, toute seule, fermée sur elle-même.
Elle doit s'ouvrir, elle doit être dans une logique d'ouverture et de formation qui soit professionnalisante. Il y a bien des gestes à apprendre. Donc oui, le plurilinguisme, tel qu'on vient de le voir, mais à condition que ces divers éléments soient présents, à condition surtout que tout le monde soit partie prenante. Voilà. Merci Dominique pour cet exercice qui a été particulièrement réussi. Si j'en crois la qualité d'attention de la salle que l'on a senti tout au long de cet exposé.